bien remarqué que le volume d'heures supplémentaires qui a été généré au niveau de l'entreprise, il était totalement hors la loi. Et à côté de ça, nous avions effectivement des postes vacants parce que DF ne voulait pas embaucher. Donc à partir de là... C'est uniquement la responsabilité de la direction. Mais bien sûr, les heures supplémentaires sont du fait de la direction. Est-ce qu'il n'y a pas des collègues qui traînent des pieds, qui disent non, allez-y, nous on veut continuer à redire de fin de mois? Chaque mois, et je peux vous envoyer tous les documents, chaque mois, c'est la direction qui donne l'autorisation pour les heures supplémentaires. Et nous avons toujours refusé. Toujours. Et je pourrais vous donner les documents dès demain. On a attaqué la direction au niveau de l'espace du travail, mais malheureusement, EDF a un poids sur le territoire guyanais qui fait que on n'ose pas trop le toucher. Donc ces pratiques perdurent. Mais bien sûr. Et bien sûr. Alors, c'est une réalité. Je vous propose maintenant de rentrer dans certains dossiers, des dossiers importants qui sont actuellement dans l'actualité. Si vous êtes élu député, on aimerait savoir comment est-ce que vous réagiriez dans ces situations. La situation la plus pressante, c'est évidemment les télécommunications avec ces coupures sur le câble Americas 2 qui fournit donc, le territoire en télécommunications Internet et mobile. Comment agir pour sortir de cette spirale, de cette situation? Léna Icadon. Je pense que je l'ai démontré, malgré ce que peut raconter un certain nombre de personnes, notamment certains qui sont ici sur ce plateau. Je l'ai dit, on a fait un travail au niveau du numérique. Moi, quand je suis arrivé à Maripasoula avec le président de la République, ce qui est une nouvelle façon de procéder, d'aller voir ce qui se passe dans l'intérieur du territoire, si je lui ai dit que nous sommes là dans... Vous n'êtes pas le premier, Léna Icadon, à se déplacer dans l'intérieur du territoire. C'est pas ce que j'ai dit. Donc, et d'une nouvelle méthode d'aller à l'intérieur. Je parle de président de la République, monsieur. C'est-à-dire quand un président de la République venait en Guyane, il allait directement... Nicolas Sarkozy a été à Talouenne. Bien sûr. Non, quand il est arrivé, il n'est allé nulle part. Il a tout de suite pris l'avion pour aller dans l'intérieur du pays. Donc je ne vois pas pourquoi il vous incitez à déformer ce que je dis, mais ce n'est pas du tout ce que je dis. Et donc je lui ai présenté la chose. Je lui ai dit clairement que nous sommes en Amazonie. Voilà un territoire enclavé et qu'on pourrait prendre comme exemple type pour désenclaver et puis apporter un certain nombre de choses. Donc c'est pour ça que d'ailleurs il a laissé une enveloppe à la Splunk d'environ 40 millions d'euros pour pouvoir mettre en place public d'aménagement du numérique. Absolument. Et donc c'est un travail que nous avons commencé. Piloté par la CTG. Absolument, que nous poursuivons. Il y a déjà des choses pour ceux qui se déplacent dans l'intérieur du pays, qui voient déjà, on commence à détecter les réseaux, ou en tout cas les bases, les points de la Splunk pour pouvoir permettre à chacun de participer. Parce que, quand même, il faut le reconnaître, aujourd'hui, le numérique est une question c'est une première nécessité pour les Guyanais. Ça permet le désenclavement tant au niveau numérique, mais permet à chacun de pouvoir s'ouvrir au monde et découvrir un certain nombre de choses. Quand le président Macron dit on ne fera pas la route Cayenne-Maripasoula, vous restez sans voix, pourquoi? Je ne reste pas sans voix. Le président de la République a dit quelque chose que vous ne citez pas trop souvent. Vous dites des choses... Je ne suis pas le Père Noël. Je ne suis pas le Père Noël. Et vous enchaînez en plus. Vous savez, si vous permettez, si vous m'accordez un peu de temps, j'ai ramené le discours du président de la République. Le président de la République dit, dans un premier temps, la route Cayenne, Maripasoula-Cayenne ne pourra pas se faire certainement, parce que je ne suis pas... vous n'êtes pas des enfants, donc je ne suis pas le Père Noël et je ne vais pas faire des promesses que je ne tiendrai pas. C'est différent de ce qu'on présente depuis un certain nombre de temps. Moi, je suis favorable à la route de Guyane, à la route du fleuve. Apatou, Maripasoula. Mais quand on parle de Maripasoula-Cayenne, c'est une autre question. Il faut savoir aussi, et arrêter d'inventer des histoires, la route du fleuve est inscrite au SAR. Donc, schéma d'aménagement régional. Absolument. Ça fait depuis le début des années 90 que ces aménagements sont inscrits sans jamais être réalisés par la région à l'époque. Mais aujourd'hui, pourquoi vous faites un procès à un président de la République qui est là moins d'un an, à un député qui était là, qui a fait 6 mois? Qui ne s'est même pas engagé pour des études. Non, mais... Attendez, on ne fait pas un procès, on vous pose des questions. Non, mais vous posez des questions d'une certaine façon assez tendancieuses. Donc parfois, je suis obligé de... Voilà. Il faut bien que les téléspectateurs puissent augurer de la pugnacité du député. Absolument. Et donc, on n'est pas des chargés de com. Donc il est clair que, si vous pouvez attendre, il est clair qu'aujourd'hui, on pense à un projet auquel M. Riemann est opposé. Quand on pense à la montagne nord, si on va vers cela, la route du fleuve arrivera à se développer d'une certaine façon. Quand on est à 30 km de Grand Senti, il nous reste un Papaïchtan-Maripasoula où il y a déjà un travail qui est fait avec l'arrivée du lycée. Et donc, je crois qu'on avance progressivement dans le bon sens pour que cette route puisse sortir. Et David Riemann, Youani, Apache Une Foustan. Alors,
vous voulez la route. Voilà, donc moi je foustin et je vous dis clairement que je suis pour cette route. C'est important parce que la route du fleuve, économiquement, aura un rôle prépondérant pour l'Ouest Guyanais et pour tout le long des communes qui sont sur le Maroni. Pourquoi? Grâce au port de l'Ouest. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a des travaux qui vont être lancés pour le réaménagement du port de l'Ouest. Et le fait de faire arriver de la marchandise directement sur le port de Saint-Laurent, avec la route qui descendrait tout le long du fleuve pour alimenter toutes les communes le long du fleuve, ça va créer de l'activité, ça va créer de l'économie, ça va créer de l'emploi et ça va désenclaver ces communes-là. Donc c'est prépondérant aujourd'hui pour la vallée du Maroni et pour l'Est guyanais. Donc effectivement, moi je me battrai à fond pour que cette route-là voie le jour très rapidement. On était parti sur la question du numérique qui est importante. Totalement. Concrètement, comment vous voyez votre action dans une situation comme celle que les Guyanais ont connue aujourd'hui? Ce matin, personne ne pouvait utiliser son téléphone portable. Aujourd'hui, écoutez, moi je trouve ça absolument anormal, invraisemblable que nous puissions toujours encore envoyer des fusées avec des satellites tous les jours et que nous ne puissions pas en bénéficier. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est important, effectivement, avec la collectivité majeure, donc la CTG, avec le gouvernement, avec le CNES, voir effectivement s'il ne serait pas possible effectivement de bénéficier d'une liaison satellite. En cas où, effectivement, quand les câbles qu'ils vont mettre en place, parce qu'il y a un deuxième câble qui va arriver, on l'espère très rapidement, puisque le président de la CTG l'a annoncé, qu'on a une liaison satellite, effectivement, en cas de pépin sur ce câble-là, qu'on puisse avoir la continuité au niveau du numérique sur tout le territoire guyanais. Les Cadon parlait du projet de la CTG, on l'a bien entendu, mais la CTG dénonce également la position de l'opérateur historique. Est-ce que c'est le rôle du député de faire pression, de participer à une forme de lobbying? En tout cas, le député que j'ai été, on a déjà activement travaillé sur ça. J'ai dénoncé le comportement d'Orange. Je les ai même reçus à Paris pour leur dire qu'il n'y avait pas de réaction. C'est pour ça que la CTG a pris les choses en main pour dire que tout simplement, c'est le pouvoir d'achat des Guyanais. Parce qu'au niveau des coûts, on aura moins 50%, on aura plus de concurrents pour pouvoir éviter tous ces monopoles. Parce que ce qui nuit aujourd'hui au pouvoir d'achat des Guyanais, c'est qu'il y a trop de concentration de monopoles sur notre territoire. Et bien sûr, moi, si demain, encore une fois, je suis député, nous saisirons la haute autorité pour rapidement faire un bilan et puis éliminer tous les freins qui existent sur notre territoire. En l'occurrence, une question sur le salaire des prêtres. Est-ce que vous allez œuvrer pour en finir avec cette anomalie dans une république laïque? Les salaires des prêtres catholiques, donc payés par la CTG, c'est tout de même une note d'1 million d'euros par an. Les Cadon? Je pense. C'est lui. Non, lui, c'est David Richet. Oui, Cadon, il est là-bas. C'est pas moi. Pas David Richet, oui. David Richet. Voilà. Écoutez, il faut qu'on reste logique et en phase avec les lois. Aujourd'hui, effectivement, nous n'avons pas à rémunérer les prêtres au travers de la CTG. Donc, effectivement, moi, je travaillerai avec le président de la CTG pour qu'enfin, cet écart, je dirais, ne puisse plus perdurer. Puisque je rappelle qu'à l'époque, M. Cheng Long avait pris la décision d'arrêter de verser. Ensuite, le président de la CTG, en arrivant, a repris le versement des prêtres. Mais je me rappelle qu'à l'époque, effectivement, Monseigneur Lafont avait bien évoqué de dire qu'effectivement, il fallait effectivement prendre dans le temps pour voir effectivement comment arrêter ces versements-là. Est-ce que là, le fait que si vous êtes élu, vous serez dans l'opposition, presque radicale au gouvernement, France Insoumise, est-ce que ça ne va pas être difficile, qu'allais-je vous dire, de nouer les fils du dialogue avec le gouvernement? Enfin, je veux dire, écoutez, je pense qu'en tant que député de mon audience au ministre, il est reçu. Après, derrière ça, que vous soyez dans la majorité ou dans l'opposition, on voit bien l'état de la Guyane. Donc, c'est une chimère, ça. On a bien vu, on a bien démontré que vous soyez dans l'opposition ou dans la majorité, ça n'a pas plus avancé la situation de la Guyane qu'elle n'est aujourd'hui. Donc, je ne dirais pas que je serai tout le temps dans l'affrontement avec le gouvernement. Je serai dans une opposition affirmée, claire. Mais quoi que l'on soit, dans les moments où effectivement nous devrons discuter des problèmes de la Guyane, je saurai discuter avec eux sans aucun problème. Sur ce dossier, les Cadon? Moi je pense que Deviriman a un peu changé, c'est déjà pas mal. Pas du tout, c'est intéressant. Pas du tout. En tout cas, moi je pense. Il a mis de l'eau dans son tafia, vous voulez dire? Absolument. Et puis bon, c'est encore mieux. En tout cas, c'est vous qui le dites. C'est vous qui l'avez dit avant moi. Mais en tout cas, je pense que le trait d'humour. Absolument. Je pense qu'il est clair que c'est cette majorité. Aujourd'hui, je pense qu'il faut sortir du constat.
il faut être dans l'action, M. Riemann, parce que très souvent, quand vous parlez aux Guyanais, vous faites des constats, vous expliquez tout ce qui se passe, tout ce que disent les études, mais vous ne dites pas ce que vous allez faire et comment vous allez changer les choses. Sur la question du salaire des prêtres, vous avez fait quelque chose en 6 mois de député? Le président de la CTG s'est même rendu à Paris avec M. Tianlang qui avait commencé une démarche qui, aujourd'hui, le président de la CTG dit clairement, bien sûr, il faut arrêter, mais il y a une transition, il y a un moment où il faut aller vers cela, mais on ne peut pas arrêter les choses brutalement. Mais il est clair que pour tout le monde, qu'à un moment donné, il faut cesser cette façon de procéder. Ma position était très claire et sans ambiguïté. Alors, sur la question de la surpopulation carcérale, les prisons outre-mer sont en première ligne sur ce dossier. Emmanuel Macron, le président de la République, a présenté il y a 2 jours tout juste les grandes lignes de sa réforme pénitentiaire. L'idée, c'est de vider les prisons, de trouver des alternatives donc, aux peines donc, fermes, avec des peines alternatives. Est-ce que, en tant que député, c'est un projet que vous allez soutenir, Davy Riemann? Écoutez, si vous êtes élu. Par rapport à ce qui a été présenté, effectivement, au premier abord, le projet a l'air d'être intéressant, effectivement, puisque on voit qu'il y a une volonté, effectivement, de baisser le nombre de prisonniers à l'intérieur des prisons. Mais il faut savoir qu'il faut faire attention, parce qu'aujourd'hui, les juges, dès qu'il y a moins de 2 ans de prison, n'ont pas obligation d'aménager les peines. Donc effectivement, cette réforme irait à faire ce que ça rendrait obligatoire toute condamnation qui sera moins d'1 an, aménagée, soit par bracelet, soit... Ouais, de 0 à 2 ans, ils peuvent aménager les peines. Oui, aujourd'hui. Mais avec la réforme, dans le cadre de la réforme. Ce qui n'était pas le cas hier. Donc ça permettra... Mais il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de condamnations qui sont entre 1 voire 3 mois, qui aujourd'hui qui à l'heure actuelle ne sont pas déjà en prison, mais qui ne vont pas forcément faire baisser le niveau de prisonniers qu'il y a à l'heure actuelle. Donc il faut faire attention aux peines qui seront vraiment concernées. Mais au départ, je confirme, ça a l'air d'être une bonne réforme par rapport aux prisons. Mais sauf vous oublier, à partir du moment donné où effectivement on mettra en place des conseillers qui vont suivre ces personnes-là qui seront avec des peines aménagées. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un conseiller pour 100 personnes concernées. Donc, il va falloir rajouter des moyens, donc des moyens humains, des conseillers supplémentaires pour suivre toutes ces personnes-là dans le cadre de leur réinsertion future. C'est la critique qui avait été faite à la réforme de Taubira, dont c'est également l'esprit. On s'en souvient. Léna Ekadon, sur ce dossier, est-ce que vous soutiendrez ce dossier? Vous êtes raccord tous les deux, là. Ça fait plaisir ce soir. Ça fait plaisir qu'ils rejoignent la majorité présidentielle aussi. Quand une idée est bonne, pourquoi dire le contraire? Voilà, c'est très satisfaisant. Je pense qu'il faut aller au-delà de tout cela aussi. Il faut proposer que vraiment les gens soient suivis, parce que le problème psychiatrique est une question qu'on ne gère pas très bien au niveau des soins, qui entraîne une grande insécurité aussi et une problématique au niveau des centres... Violence en milieu carcéral. Absolument, ce qui est très critique. Mais il est clair que la démarche et puis la présentation des choses, aujourd'hui, je crois, convient absolument. Alors, au sujet du pacte social et fiscal, voilà une question importante puisque ça fait partie de l'accord de Guyane. On le rappelle, une exonération totale des charges sociales et fiscales, des impôts sur les bénéfices pendant 10 ans pour les sociétés jusqu'à 50 salariés. Davy Riemann, alors... Vous allez me dire, c'est un peu facile, mais avec votre passé de syndicaliste et votre présent, puisque c'est quand même une conviction, est-ce que vous saurez défendre ces intérêts patronaux pour la Guyane? On sait que ça avait un petit peu tangué à l'époque, au moment des négociations, par rapport à cette mesure demandée par les patrons guyanais. Moi, j'avais été clair à l'époque, j'avais dit, si effectivement il y a une telle mesure doit être prise, il faut qu'on envoie l'effet, non seulement au niveau des emplois, mais aussi au niveau des salaires. Parce qu'il n'est pas question, effectivement, qu'on ait des exonérations à différents niveaux de la sorte, et que d'ailleurs sur le pouvoir d'achat des salariés, on ne voit pas l'effet tout de suite. Vous voulez qu'il y ait une contrepartie? C'est pas prévu actuellement. Non, mais justement, les débats doivent avoir lieu. Il faut qu'il y ait une contrepartie, parce qu'on ne peut pas, effectivement, on l'a vu avec le gouvernement Hollande, ou est-ce qu'on a fait avec le CICE, ou est-ce qu'ils ont fait effectivement 40 milliards d'exonération aux grands patrons, ou est-ce qu'ils devaient créer 1 million d'emplois derrière? On n'a pas vu ça. Je dis aujourd'hui, on n'est pas contre qu'il y ait effectivement des allègements pour nos entreprises, mais il faut qu'il y ait des contreparties, surtout pour les salariés, qui aient aussi gain de cause, qu'on voit ce pouvoir d'achat et qu'on voit aussi que ça crée de l'emploi concrètement sur le territoire guyanais.
Lénaïque Adam, la crainte des entrepreneurs, des patrons guyanais, c'est que ce pacte social et fiscal soit démonétisé par le nouveau gouvernement, puisque ce n'était pas son engagement, c'était celui du gouvernement précédent. Non, effectivement, c'était l'engagement d'un gouvernement précédent, mais ce gouvernement a démontré qu'il y avait une volonté de travailler et de se préoccuper de la situation guyanaise. Bien sûr, nous avons commencé un travail, notamment avec le patronat. J'ai fait plusieurs interventions, plusieurs soirées à Bercy pour voir ce qu'il en est et comment mettre tout cela en place. Ils peuvent en témoigner et le dire. Et donc, j'espère que nous pourrons poursuivre le travail pour que, effectivement, ces patrons-là, notamment après ces mouvements-là, c'est pourquoi je pense que l'idée de se dire à chaque fois, quand M. Riemann dit que je reviendrai vers la rue, je reviendrai vers le peuple, je crois que si on nous donne, on nous confie une responsabilité, je crois que ce n'est pas forcément la meilleure façon de faire, parce que les révolutions nuisent toujours et puis créent toujours des difficultés. Bien sûr, nous étions favorables et nous avons milité chacun pour que l'on puisse dire à l'État qu'il y a des difficultés sur notre territoire, mais il ne faut pas systématiquement croire, parce qu'il y a des entreprises qui meurent, il y a des enfants qui ne sont pas scolarisés. Et donc la meilleure façon de faire, je crois qu'il faut parfois se retrouver et discuter et de trouver des solutions pour éviter, en tout cas, parce que ce n'est pas toujours facile, c'est très compliqué de se voir dans cette situation. Et donc j'insiste, parce que peut-être que lorsque vous allez répondre, vous allez dire que j'étais totalement favorable, et donc il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau-là. Mais je dis tout simplement que ça donne un coup fort aux entreprises, beaucoup d'entreprises. Ça bénéficiera aussi à votre entreprise. Deux précisions. Mon entreprise, vous savez, on a eu plusieurs mois de retard au niveau de nos paiements, donc ce n'est pas chose facile si on n'a pas une bonne trésorerie pour continuer à payer les salaires. Donc ce sont des foyers qui sont en difficulté. Il est important de le préciser. Deux petites précisions. Par rapport à ce que vient de M. Adam, c'est quand même assez important de le souligner. M. Adam, c'est-à-dire que les révolutions ne sont pas forcément bonnes ou... J'insiste, monsieur. Oui, mais je rappelle à M. Adam que toutes les avancées fondamentales sociales du territoire guyanais et de l'histoire de France... Ce sont des éléments de langage que vous répétez depuis toujours, c'est du concret. Non, je termine. C'est du concret, M. Adam. Allez-y. C'est le peuple qui a fait changer les choses fondamentales depuis l'histoire de l'humanité. C'est le peuple qui habite un territoire, donc forcément, c'est le peuple. Et pour finir, M. Adam, donc il ne faut pas cracher sur l'histoire. Et pour finir, votre mentor, M. Rodolphe Alexandre, en 2016, par rapport au pacte d'avenir, quand il a vu effectivement ça n'avançait pas dans le sens qu'il est... J'aime bien ce que vous dites. Oui, mais laissez-moi finir. Quand il a vu que ça n'avançait pas dans le sens que lui trouvait nécessaire pour la Guyane... C'est pas que lui, c'est pour la Guyane. Non, mais je parle du président de la collectivité territoriale. Quand lui, se lançait dire ça n'avançait pas comme lui, il le voyait pour le territoire guyanais, qu'a-t-il fait? Eh bien, il a pris la rue. Il a été demandé de l'aide à la population guyanaise, sur les marchés, il a fait des villes. Il a informé. Alors, non, c'est pas informé. Il n'a pas dit de censurer. Écoutez-moi bien. Il a informé la population. Alors, ce qui était tout à fait normal. Non, et d'ailleurs, vous me permettez de prendre une passerelle. Attendez, laissez-moi finir. Si on peut terminer pour pouvoir avancer. Oui, mais juste après, c'est bien pour dire. On a encore plusieurs thèmes à aborder. C'est bien pour dire que quand effectivement la chose politique est difficile, quand vous n'êtes pas entendu par le gouvernement, parce que ça fait des années, des décennies que l'État français a cette posture-là envers la Guyane, on voit bien qu'il y a des élus, effectivement, qui vont vers la population et qui appellent à l'aide à la population. Donc, ce n'est pas nouveau, M. Adam. Je n'ai pas dit que c'était nouveau, j'ai dit que... C'est notre réalité. Non. Et si vous vous rappelez bien, M. Adam, quand on lit le préambule des accords de Guyane, il est très clairement écrit. La France est responsable de la situation de la Guyane. Donc, il faut qu'on se pose des bonnes questions, M. Adam. Je me pose toujours les bonnes questions. Mais en tout cas, quand vous dites ça, vous êtes soutenu quand même par un Gabriel Serville qui était dans une majorité. Et donc, ce sont les géniteurs de toutes ces crises et de toutes ces questions-là. Parce que ce pacte d'avenir, c'était dans le... Non, mais je vous le dis, parce que pour que vous soyez conscient que vos soutiens, il y a une certaine incohérence. Et donc, quand on demande, et que ce sont ces personnes-là qui tirent aujourd'hui dans tous les sens, à tout prix, je crois qu'il faut se remettre en question. Alors, un autre dossier important, les premiers permis de chasser viennent d'être délivrés en Guyane. Il y a une cérémonie symbolique, puisque dans les jours à venir, chacun qui a rempli un dossier pourra retirer ce permis en mairie, dans les communes. Concrètement, les chasseurs, pour beaucoup, pestent contre un permis qui ne serait pas adapté à nos réalités. Qu'en pensez-vous en tant que député, si vous êtes élu? Comment allez-vous vous positionner sur cette question des Viriman? Écoutez, sur la question de la chasse, il est très clair. Après avoir échangé avec eux, il est très clairement que si demain des Viriman est élu député, je continue à travailler avec eux pour que cette loi-là, en tout cas cette partie qui fait partie de la loi sur l'égalité et l'outre-mer, ne puisse pas perdurer en Guyane. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a une histoire, nous avons différentes cultures sur le territoire qui ont un lien spécifique, réel avec la chasse pour vivre.
ce n'est pas faire du sport. Donc on a plusieurs... Vous demanderez à surseoir à l'application? Tout à fait, totalement, directement, et c'est ce que je me suis engagé avec eux de toutes les manières dès le départ. Un permis issu d'un amendement du sénateur Antoine Karam. Lénaïque Adam? Moi, j'ai clairement dit aux populations, bien sûr, qu'il fallait adapter et ajuster la chose aux particularismes régionaux de la Guyane, puisque effectivement, nous avons une histoire, une relation, et puis c'est particulier, la Guyane. Nous avons nos particularités, et donc clairement, il faudra retravailler ça. C'est l'examen qui va être mis en place d'ici 2020 qui pose problème aux chasseurs. Absolument, et je pense que le président saura l'entendre parce qu'il y avait des difficultés au départ et puis ils ont commencé à ajuster et puis se dire que... Vous avez tenté d'accompagner les chasseurs là-dessus pendant vos 6 mois de député? Absolument, d'ailleurs j'avais un rendez-vous avec eux la veille de l'annulation et nous avons discuté effectivement. Alors il faut préciser que ce permis a été mis en place d'abord pour des questions de sécurité. Oui. L'État souhaite contrôler la circulation des armes sur le territoire. Oui, et pour lutter contre cette insécurité, le député Gabriel Serville a même proposé de renforcer ce qu'on pourrait appeler le droit de tirer, en tout cas plus de la légitime défense donc, des forces de l'ordre. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est défendable à l'Assemblée nationale? Bien sûr, ça peut être défendable. Après, il faut détailler les situations, les cas de figure. On ne peut pas faire n'importe quoi. Mais encore une fois, comme l'histoire du permis de chasse, l'idée est de dire et de limiter, d'avoir une meilleure visibilité. Mais ce qui nous pose problème aujourd'hui, dans notre liberté que nous avions, dans nos pratiques culturelles, coutumières aussi, et donc ça devient compliqué. Mais ça part dans l'absolu d'une bonne intention de pouvoir avoir une meilleure sécurité sur notre territoire. Et donc, bien sûr, si les cas de figure sont précis et que sont clairs, je crois qu'il faut aller vers ça pour, en tout cas, avoir un meilleur contrôle et puis avoir une paix sur ce territoire. Davy Riman? D'emblée, moi, si vous vous rappelez bien, j'avais dit 2 choses. Oui, effectivement, il faut donner plus de pouvoir de répression aux forces de l'ordre. Donc, effectivement, la proposition qu'a faite M. Serville, moi, j'abonde. Il faut permettre à nos polices aujourd'hui de pouvoir riposter avec moins de contraintes qu'elles peuvent exister aujourd'hui. Ensuite, il faut s'attaquer aussi aux causes de cette insécurité. Parce que même si on a une police très répressive, on voit que notre voisin, le Brésil, a une police très répressive, mais forcément, les causes ne sont pas effectivement attaquées à la souche. Donc, on doit effectivement aller aussi travailler sur les causes de cette insécurité, qu'on puisse effectivement travailler sur les 2 plans au même niveau en même temps. Répression, prévention en même temps. Oui. Non, moi, en tout cas, je propose clairement qu'il y ait plus de prévention, notamment en termes de la délinquance, mais aussi au niveau de la réinsertion, et puis que dès cette élection-là aussi, que les communes puissent recevoir les subventions nécessaires, en tout cas plus pour la vidéosurveillance, ce qui devient très nécessaire dans nos villes. Quand on est député, on se positionne pas uniquement sur les dossiers guyanais. L'insécurité, nous étions donc en train d'en parler, c'est le détonateur du mouvement social, du soulèvement social que connaît actuellement l'île de Mayotte, avec depuis plusieurs semaines une mobilisation, des barrages. Ce n'est pas sans rappeler ce que nous avons connu en mars-avril 2017 chez nous. Comment vous analysez ce qui se passe sur ce département d'outre-mer? Écoutez, je pense que le département de Mayotte, qui est un jeune département français, je le rappelle, connaît des difficultés à quelques niveaux similaires à la Guyane. Très fort taux de pauvreté, difficultés d'accessibilité aux soins, à l'eau potable, à différents niveaux aussi, comme nous, à différents moments. Et comme l'a dit le Premier ministre sur les zones aujourd'hui, oui. Effectivement, que les doléances de Mayotte sont légitimes. Alors, est-ce qu'il y a un risque de voir des moyens s'envoler vers Mayotte plus important? Non, mais c'est un gâteau après tout, les moyens budgétaires. Ou alors, est-ce que c'est une chance avec une addition des énergies, peut-être Guyane-Mayotte, pour interpeller le gouvernement? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes similaires. Je pense que revient à chaque territoire ce que doit lui revenir, bien sûr, en tout cas. Oui, mais là, il y a une stratégie d'alliance qui peut avoir lieu à l'Assemblée nationale entre députés. Vous voyez ce que je veux dire? Les choses ne sont pas inertes. Tous les députés ou tous les parlementaires des Outre-mer travaillent ensemble et puis c'est l'entraide et donc il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. Mais enfin, le député de La Réunion vient de demander la démission de la ministre des Outre-mer. C'est son droit. Vous imaginez mal soutenir cette position? Non, je ne suis pas du tout dans cette position-là, mais il est dans son droit. Il sait le discours politique. Ce sont les choses, chacun mène
sa politique comme il l'entend. Bon, c'est sa responsabilité, il sait très bien que ça ne va pas se faire. Mais en tout cas, il y a une parfaite solidarité envers Mayotte qui rencontre des difficultés qui ressemblent aux nôtres, notamment en termes d'insécurité et d'immigration. Et donc, il est clair qu'on leur souhaite tout le bien et que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. Mais nous sommes loin. Nous ne pouvons pas commenter plus que ça, puisqu'on ne connaît pas vraiment les réalités du territoire, ce que la situation sociologique, la situation culturelle qui peut amener un certain nombre de points. Donc, effectivement, ils viennent de devenir des départements, ils ont des difficultés, beaucoup de retard à rattraper. Donc, ce qu'on peut souhaiter, c'est tout simplement que les choses se passent on arrive doucement à la fin de l'émission. Le Premier ministre, vous en parliez, qui a également évoqué la possibilité de revoir les conditions d'accès à la nationalité sur ce territoire. Écoutez, moi je ne pense pas que ce soit un problème d'accès à la nationalité. Ce n'est pas ça le fond du problème. Le problème migratoire, et comme j'ai dit l'autre jour, on doit effectivement regarder plus pour avoir un travail de coopération, de co-développement avec nos pays voisins. Pourquoi, effectivement, ces personnes-là quittent leur foyer, quittent leur pays natal pour migrer vers un autre territoire? Parce qu'ils aspirent à une meilleure vie, à des meilleures dispositions pour eux et leur famille. Donc, c'est se développer, mais avoir un partenariat aussi de co-développement pour leur permettre aussi d'élever leur niveau à différents moments, afin qu'effectivement, les personnes, au lieu qu'elles migrent ailleurs, restent chez elles et participent à leur développement aussi. Alors, avant de passer à la conclusion, je suis désolé, les Adam, on arrive à la fin de l'émission, mais avant de passer donc à la conclusion, à la minute de conclusion, on souhaitait donc voir avec vous un peu de projection. Davy Riemann, si vous êtes battu, est-ce que vous montez un mouvement politique pour prendre la mairie de Courron en 2020? Allez. Si je suis battu, je l'ai dit l'autre jour, si je suis battu, la première chose que je ferais, là, pour une fois, je dirais, depuis 1 an et demi, me reposer avec ma famille. Ça sera ma priorité. Depuis l'année dernière, je n'ai pas arrêté. Sur le moyen terme, allez. Comment? Moyen et long terme. Non, la priorité, c'est ça. C'est me reposer, reprendre la vie normale, je dirais, le travail, tout ça. Vous avez pris goût à la politique? Non, alors je répète encore une fois, je suis dans la sphère politique parce que c'est là que les décisions se prennent. Si elles se prennent ailleurs, j'aurais été ailleurs. Donc je ne suis pas un féru de la politique. Voilà. Lénaïque Adam, si vous êtes donc battu, est-ce que vous montrez une équipe dans l'optique de la municipale de 2020 à Saint-Laurent-du-Maroni? Si je suis battu, j'intensifie mon travail au niveau de l'entreprise. Je multiplie les investissements dans l'intérêt du territoire. Vous y pensez? Mais 2020 n'est pas encore au programme. Mais de toute évidence, mes équipes, en tout cas toutes les personnes qui croient en moi, et peut-être ça sera certainement quelqu'un de l'équipe, mais il est clair que nous serons présents lors de ces élections-là. Très bien. Nous arrivons à la conclusion. 1 minute donc, pour vous adresser aux téléspectateurs qui sont avec nous ce soir. Davy Riemann. Guyanais, Guyanaises, vous avez bien remarqué depuis quelque temps l'absentéisme de M. Adam dans l'hémicycle lors de son passage furtif. Il a arpenté les couloirs, mais pas ceux de l'Assemblée, mais de l'Université Paris 2, afin de passer son diplôme. C'est inadmissible. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un député qui croit en l'avenir de ce territoire-là, qui va se battre pour les Guyanais et les Guyanaises. Donc, dimanche 11 mars, votez Davy Riemann et Marie-France Naïsso, nous serons vos combattants. Lénaïque Adam, 1 minute pour conclure. Mes chers compatriotes, vous le voyez ici même, nous avons un député, en tout cas une personne qui est candidat aux élections législatives, qui manque d'un sérieux profond, qui a dit des choses ou vocifère dans tous les sens sans aucun élément, ce qui est regrettable. Donc je vous propose du sérieux, du dynamisme, de la vérité, un discours vrai pour travailler avec une majorité présidentielle dans l'intérêt de ce territoire. Et donc faites voter massivement Lénaïque Adam et Véronique Jakaria. Mon pays, mon camon des autres, nous faisons là pour nous payer travail pour PIA. Donc, Marais en train, dimanche 11 mars, il faut nous aller voter pour Lénaïque Adam et Véronique Jakaria. Desama fa liba, desama fa Condé, mais Bégu, nga lèche Pékin, nga saka fachita ki ustam gibala Lénaïque Adam, nga Véronique Jakaria, ou be soy, ou be bigiwan oko, meke moitif ou mancaba oko. Meus amigos, vamos batalhar para a Guiana Francesa, porque a gente gosta da Guiana Francesa. Então, o dia 4 e o dia 11 de março, vai votar para Lénaïque Adam e Véronique Jakaria.
Merci Lénaïck Adam, merci Davy Riemann d'avoir accepté cette invitation pour le dernier débat donc, de cette campagne des législatives partielles dans la seconde circonscription. Merci Laurent Marot. Merci Jessie, merci à tous. Le débat de l'entre-deux tours est terminé. Les électeurs vont trancher le 11 mars. Guyane, la première, reste mobilisée bien entendu. Nous vous donnons rendez-vous notamment pour la soirée électorale avec toute l'équipe. Je crois que Laurent Marot, vous prenez l'avion très tôt demain matin d'ailleurs. Direction Maripasoula, évidemment Papaïcheton, pour faire vivre le scrutin sur le Haut-Maroni. Merci encore et à très vite. Merci à vous. Merci.